sur l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une plaidoirie acceptée par la haute autorité de l'Union sacrée qui a recommandé que cette liste soit revue et corrigée. Je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait d'abord, par rapport à la représentation des femmes, il n'y en avait qu'une, et deux, aussi par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content. Un message interpellateur et d'orientation bien reçu par les susceptibles. Le chef de l'État a tenu à rassurer, appelé à l'éveil de conscience. Il a essayé également d'insister pour que tous ensemble, même au niveau... Au thème souveraineté populaire et avenir constitutionnel de la République démocratique du Congo, enjeux et perspectives du référendum constituant. Avant d'entamer nos travaux, je vous invite à vous lever et à observer 1 minute de silence en mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés à l'est de notre pays. Je vous remercie. Je vais vous inviter debout. Nous allons directement enchaîner avec l'hymne national de la République démocratique du Congo. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de notre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. De la nation congolaise, artisans de l'avenir confortable, pour un Congo fort, prospère, le pays loin de toutes les misères, l'éternel de patrimoine précieux, les propos qui nous ont légué nos aïeux, comme héritier d'une histoire commune, sans la haine, sans division aucune, tous unis comme un seul homme. Sangana Bobo, Kimkali, Beto Wanda Kimamosi, tous unis et notre année du rayon. L'union sacrée de la nation, unissons nos
guerre. Ensemble unis, nous sommes forts, invincibles. Tous réunis, plus rien n'est impossible. Tous unis, comme un seul homme. Wanukutu, Sansanile, Pamoja, Sangilu, Musanila, Chikuchiwa, tous unis et notre avenir. Merci, vous pouvez répondre vos places. Honorable secrétaire permanent de l'Union sacrée, cher professeur, Monsieur le Président de l'Assemblée générale de l'Union sacrée Benelux, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Union sacrée France et chers collègues, Messieurs et Dames, le secrétaire exécutif adjoint de l'Union sacrée Benelux, Monsieur le Président de l'Assemblée générale de la sous-section des Pays-Bas, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je vous salue. C'est avec un réel plaisir et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de secrétaire exécutif de l'Union sacrée Benelux à l'occasion de cette conférence débat consacrée à une question fondamentale pour l'avenir de notre communauté politique, souveraineté populaire et avenir constitutionnel de la RDC, enjeux et perspectives du référendum constituant. Je tiens tout d'abord à saluer l'initiative de la coordination de la jeunesse, merci, qui démontre une fois de plus son engagement en faveur de la réflexion citoyenne, du dialogue démocratique et de la participation active des jeunes au grand débat qui façonne notre avenir collectif. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, tous au cœur même de la démocratie, la souveraineté populaire, constitue le fondement de toute légitimité politique. Elle exprime le droit inaliénable du peuple à déterminer librement son destin, à définir les règles de son organisation et à participer directement ou indirectement aux décisions qui engagent son avenir. Dans ce contexte, la question du référendum constituant revêt alors une importance particulière. Elle soulève des interrogations dont les citoyens peuvent être associés à l'élaboration ou à la refondation du pacte constitutionnel. Cette rencontre doit être un espace d'échange constructif, de confrontation d'idées et d'enrichissement mutuel. Elle nous offre également l'occasion de lier à l'avenir constitutionnel de notre communauté, d'examiner les opportunités qu'offre un référendum constituant, mais également d'identifier les défis qu'il convient de relever, afin de garantir un processus inclusif, transparent et de stabilité. Voilà pourquoi je forme le vœu que les échanges de ce jour contribuent à éclairer les consciences, à renforcer la culture démocratique et à promouvoir une participation citoyenne responsable dans la recherche du bien commun. Sur ce mot, je déclare ouverte la conférence débat organisée par la coordination de la jeunesse sur le thème « Souveraineté populaire et avenir constitutionnel de la RDC, enjeux et perspectives du référendum constituant ». Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Alors, avant d'étendre les analyses, avant d'entendre plutôt les analyses de
nos éminents professeurs, nous souhaitons revenir à la source même de ce débat. Je vais tout à l'heure projeter une compilation de quelques vidéos, de quelques interventions du président de la République. Au-delà des réponses qu'elles apportent, écoutez surtout les questions qu'elles soulèvent. Nakosilisa na likambo oyo boyoki nungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Congo. Likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke mandat ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Je sais que vous êtes un peuple mature, vous êtes un peuple qui a mis en difficulté toutes les dictatures qu'il y a eu dans ce pays. Vous êtes un grand peuple et vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. On ne peut pas vous traiter comme des enfants en vous empêchant de réfléchir. C'est votre pays, c'est votre destin qui est en jeu. Vous avez le droit de l'analyser, de réfléchir et de regarder cette constitution et de prendre la décision que vous allez prendre après cela. Je ne veux pas rentrer ou du tout rentrer dans une polémique quelconque. Je veux le libre débat de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais le moment venu, le dernier mot reviendra à notre peuple. Il y a un problème avec notre constitution. Il faudrait faire des réformes pour qu'on ne perde plus autant de temps à constituer un gouvernement. Les élections ont eu lieu fin décembre. Mon investiture a eu lieu le 20 janvier. Donc normalement, dans la foulée, on aurait dû commencer le travail. C'est une constitution qui a été pensée et présentée aux Congolais après un long moment de conflit. Donc c'est une constitution post-conflit. Mais aujourd'hui, je crois que c'est dépassé. Nous sommes... la guerre intercongolaise, elle est loin. Elle est dans le passé. Il faut maintenant regarder les choses en termes de développement de la République démocratique du Congo. Une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non, de nous pencher sur notre constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat.
Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Merci pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs, nous venons d'entendre le président de la République s'exprimer à plusieurs reprises sur la question constitutionnelle. Sans revenir sur chacun de ses propos, plusieurs idées fortes se dégagent néanmoins des interventions que nous venons de suivre. Premièrement, l'idée selon laquelle certaines dispositions de notre architecture institutionnelle mériteraient aujourd'hui d'être réexaminées à la lumière, bien sûr, des réalités actuelles du pays. Deuxièmement, l'idée selon laquelle ce débat ne devrait pas être confisqué par une élite politique ou institutionnelle, mais ouvert à l'ensemble du peuple congolais. Troisièmement, l'idée selon laquelle toute évolution majeure de notre ordre constitutionnel devrait, en dernier ressort, être soumise à l'appréciation du souverain primaire à travers les mécanismes prévus par la démocratie. Enfin, nous avons vu émerger une proposition de loi organisant les modalités de référendum en République démocratique du Congo, preuve que cette réflexion quitte progressivement le terrain du simple débat politique pour entrer dans celui de la réflexion institutionnelle. Mesdames et messieurs, c'est précisément dans ce contexte qu'est née cette conférence. Parce que nous avons constaté que beaucoup de nos compatriotes de la diaspora entendent parler de la révision constitutionnelle, de changement de constitution ou encore de référendum, sans toujours disposer des éléments juridiques, historiques, politiques ou institutionnels nécessaires pour comprendre les enjeux réels de ces débats. Parce que nous avons constaté également que cette question est parfois entourée de nombreuses interprétations, des contre-vérités, des simplifications excessives et parfois même des manipulations. Parce que nous pensons qu'un peuple appelé un jour à se prononcer sur son destin doit d'abord être concrètement informé, correctement informé. Notre objectif aujourd'hui n'est pas d'imposer une opinion. Notre objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux de ces débats qui concernent l'avenir de notre pays. C'est pourquoi nous avons fait le choix de nous entourer d'éminents professeurs, spécialistes de droit constitutionnel, des institutions et de la gouvernance. Nous attendons d'eux qui nous apportent l'éclairage de la science, qui nous aident à comprendre ce que dit réellement notre Constitution et qui nous permettent d'appréhender avec lucidité les différentes options qui alimentent aujourd'hui le débat national. Mesdames et messieurs, j'ai maintenant l'honneur de présenter notre premier intervenant. Il s'agit du professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu. Le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu est l'une des grandes références africaines en matière de droit constitutionnel, de démocratie, de gouvernance et de l'état de droit. Professeur ordinaire à l'université de Kinshasa,
et professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud, UNISA. Il est titulaire d'un master et d'un doctorat en droit. Il a enseigné et mené des recherches dans plusieurs universités africaines et européennes, tout en collaborant avec des prestigieuses institutions internationales telles que l'Union africaine, le PNUD et l'IDEA. Auteur de nombreuses publications scientifiques, ses travaux portent notamment sur le constitutionnalisme, la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'état de droit en Afrique. Au-delà du monde académique, il est actuellement député national, président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, rapporteur politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'intervenir sur le thème « Souveraineté nationale et référendum constituant en République démocratique du Congo ». Un sujet qui se situe au cœur même de notre réflexion de ce jour et qui nous permettra d'aborder les fondements juridiques, politiques et démocratiques du recours au référendum constituant dans notre pays. Cher professeur André Mbata, la parole est à vous. L'Union sacrée viva! Viva! L'Union sacrée viva! Viva! L'Union sacrée viva! 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 Nous sommes au côté de l'histoire. Ça, c'est le slogan de la France. L'Union sacrée viva! Viva! L'Union sacrée viva! Viva! L'Union sacrée viva! 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 Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique, nous sommes sacrés de la nation. Applaudissez très 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 fort. Merci beaucoup. Je croyais que vous alliez vous contenter du slogan de la France. Mes camarades honorés très fort pour ça. Alors, je tiens d'abord à vous remercier très sincèrement d'avoir répondu très nombreux à la conférence ou bien à la conversation que nous aurons cet après-midi ici à Bruxelles en Belgique et au sujet justement de la souveraineté et du référendum constitutionnel dont il est question dans notre pays. Mais vous savez, ça marche? Merci. Comme vous le savez, je ne suis pas seulement un intervenant. Comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, je suis également associé, je suis également l'organisateur. Donc je voudrais commencer par dire merci à l'Union sacrée section Benelux pour l'activité qui est organisée aujourd'hui. Je salue le président de l'Assemblée générale et toute l'équipe de l'Assemblée générale. Je salue également la coordination des femmes de l'Union sacrée Benelux, tous les membres de cette coordination. Je salue la coordination de la jeunesse de l'Union sacrée Benelux, tous les membres, en commençant effectivement par le coordonnateur, Maître Sonny Mokendi Kabeya, excusez-moi, Maître Sonny Kabeya. Et je voudrais dire merci également
à tous les membres de l'Union sacrée de la Nation, section Benelux, de quelques partis ou de quelques regroupements politiques auxquels ils appartiennent. Comme vous le savez, l'Union sacrée est constituée des partis, des regroupements politiques, des associations qui sont également présentes ici, et même des personnalités. Je voudrais donc vous saluer et vous remercier d'avoir répondu nombreux à l'invitation qui vous avait été lancée. Je salue également la section française de l'Union sacrée de la Nation, représentée ici par le secrétaire exécutif, M. Papich. Vous pouvez vous lever. Voilà. Lui, il n'est pas seul, il est accompagné de quelques membres de la section Union sacrée France. Moi aussi, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un collègue député national, honorable Richard Mona, élu de Tchangou. Vous savez, ce n'est pas facile de se faire élire à Kinshasa. Voilà. Il est l'élu de Tchangou. Je le disais tout à l'heure, Tchangou, comme circonscription à elle seule, c'est même Bruxelles. C'est plusieurs millions de Congolaises et de Congolais. Il est l'élu, il a accepté de faire le voyage de Bruxelles avec moi et je le remercie. Je ne peux pas m'empêcher non plus de remercier un collègue à moi qui va également présenter, qui va faire une présentation à l'occasion de cette conférence. C'est le professeur Jacques Noé Voudissa Mogongouich. Voilà, c'est un collègue de longue date. Il est de plus en plus congolais. En fait, il a travaillé longtemps en Espagne. Il a travaillé pendant plusieurs années chez Philips, aux Pays-Bas. Et depuis quelques années, il a envisagé un mouvement de retour chez nous parce qu'il est actuellement professeur ordinaire à l'université de Kikwit, dans le Bandung. Je sais que plusieurs milliers de personnes nous suivent sur le YouTube de l'Union sacrée de la Nation et sur le Facebook également. Et les discussions seront reprises sur la chaîne de télévision de l'Union sacrée de la Nation, ICN TV. Merci Maître Sonny Kabeya pour la synthèse, pour le background de la conférence. Et en suivant les présentations du président de la République, je crois il a fait mieux que nous tous. Il a donné le background de la conférence de ce jour. Nous allons parler de la souveraineté, en ce qui me concerne en tout cas, je vais parler de la souveraineté nationale et du référendum constituant en République démocratique du Congo. Et s'agissant de la souveraineté nationale, je crois que tout tourne autour de là. Vous avez entendu le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans ce cadre, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, poser la question, qui peut demander, qui peut empêcher un peuple de réfléchir sur sa constitution? Il fallait que cela commence par lui. C'est lui, comme nous le disons dans le cas de l'Union sacrée de la Nation, c'est lui la haute autorité politique. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'Union sacrée de la Nation, c'est en fait un regroupement de regroupements. Et il est bien organisé. Il a une charte notariée. Ce n'est pas un simple mouvement. Et à l'heure où on parle souvent de coalition, ce n'est pas une coalition ici. Le président a voulu cette organisation qui est structurée, qui a un siège, qui a des organes. C'est ça la machine. Le président de la République, la haute autorité politique de la nation, lorsqu'il confiait la mission au secrétaire permanent, il disait il nous faut redynamiser l'Union sacrée de la nation pour en faire une plateforme politique qui conserve le pouvoir le plus longtemps possible dans l'intérêt de notre peuple.
Je vais donc, dans les minutes qui viennent ou qui suivent, vous parler essentiellement du thème que j'ai choisi, ou du sous-thème dans le thème général, c'est la souveraineté nationale et le référendum constituant en République démocratique du Congo. Au cœur de mon exposé, c'est donc la Constitution. Et ici, je ne vais vraiment pas donner un cours de droit constitutionnel. Je crois le coordonnateur de la jeunesse l'a bien dit. Ce n'est pas le lieu. J'en donne ailleurs. Il ne pouvait pas être plus détaillé. Mais c'est le cours que je donne à l'Université d'Afrique du Sud. C'est le cours que j'ai donné à l'University of the North, en Afrique du Sud. C'est le cours que j'ai donné à l'Université de Paris 13, à Ville-Tanneuse en France. C'est le cours que j'ai donné à Paris-Saclay, Paris Sud en France. Et c'est le cours que je donne à l'Université de Kinshasa. Mais c'est également le cours que j'ai donné à l'Université d'Addis Abeba. La Constitution dans son ensemble, vu du point de vue du droit comparé africain et même international. La Constitution, comme on le dit souvent dans les termes les plus que tout le monde peut saisir, c'est que elle est la loi fondamentale d'un pays. Elle est la loi fondamentale d'un pays. Elle a évolué. Nous ne sommes pas les premiers à nous doter d'une constitution. Elle a une histoire. Ces constitutions, les constitutions ont plusieurs formes. Il y a des constitutions qui sont écrites et d'autres qui ne sont pas écrites. La nôtre, elle est écrite parce que vous allez la trouver dans un document, ou même la Constitution belge, ou même la Constitution française. La plupart des constitutions modernes sont écrites. Vous allez les trouver consignées dans des documents. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas écrites, qu'on appelle constitutions coutumières. Si vous allez aujourd'hui en Grande-Bretagne, vous allez à la bibliothèque, vous ne trouverez jamais un document où c'est écrit « Voilà la Constitution de la Grande-Bretagne ». Il n'existe pas. En Israël, vous allez beau chercher, mais je veux voir la Constitution d'Israël. Non. Parce que ces pays-là, eux, ont des constitutions dites coutumières. Il n'y a pas un seul document où vous n'allez pas les trouver, mais ce sont des lois éparses qui peuvent être écrites, mais vous n'allez pas trouver un texte comme cela, un document appelé Constitution, par exemple, de la Grande-Bretagne. Non, ça n'existe pas parce qu'ils ont des constitutions coutumières. Il y a aussi des constitutions qui peuvent, nous disons, c'est la loi fondamentale d'un pays. Il y a des constitutions qui peuvent être suprêmes et d'autres qui ne le sont pas. Notre constitution est la loi suprême. Dans ce sens que s'il y a d'autres lois qui contredisent cette constitution, il y a une institution, généralement une cour ou un tribunal, qui va déclarer ces lois-là invalides parce qu'elles ne se conforment pas à la constitution. C'est dans la majorité des cas. Mais il y a aussi des pays qui ont connu des constitutions qui ne sont pas suprêmes. C'est par exemple l'Afrique du Sud, avant l'apartheid. Elle avait une constitution, même valeur que toutes les autres lois. On vous dira également qu'il y a des constitutions souples et des constitutions rigides. Une constitution est souple. Pourquoi on l'appelle souple? Parce qu'elle est facile à modifier. On la modifie comme n'importe quelle loi. Cette constitution-là est souple. Mais qu'est-ce que c'est qu'une constitution rigide? C'est une constitution qui est difficile à modifier. On va vous dire par exemple, pour modifier cette constitution, il faut 3/4 des membres du Parlement. Il faut le tiers des États, par exemple, ou les 3/4 des États. On vous dit par exemple que de telles dispositions, pour les modifier, il faut remplir telles conditions. La procédure est rigoureuse. Et on vous dit même que certaines dispositions ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. On a là affaire à des constitutions rigides, difficiles à réviser ou à modifier. Celles qui sont faciles à modifier, on les appelle constitutions souples. La nôtre ici, elle est non seulement une constitution écrite, elle est non seulement suprême, mais elle est également une constitution rigide. C'est là qu'on vient parler de l'article 220.
Donc la Constitution, nous retenons que c'est la loi fondamentale d'un pays, ça on est dans la généralité, mais on en vient à notre texte ici, la Constitution du 18 février 2006 qui nous régit actuellement. Je voudrais dire que cette Constitution n'est pas la première que notre pays a connue. Notre pays a déjà connu plusieurs constitutions, en commençant par la loi fondamentale. Bruxelles, qui a eu à tabler ici, il y a eu 2 tables rondes à Bruxelles ici, lorsqu'on cheminait vers l'indépendance. Il y a eu une table ronde économique, dont on ne parle pas souvent, mais il y a eu aussi une table ronde politique. Nos leaders étaient venus ici, et vous connaissez l'histoire. Les Lumumba, les Kasavubu, tous étaient ici pour l'indépendance. C'était difficile à démarrer. Lumumba, à un moment donné, il était toujours détenu au Congo. Ses camarades sont venus ici, ils ont dit nous n'allons pas continuer sans Lumumba. Et Lumumba a pu les rejoindre ici en Belgique. Ils sont allés à la table ronde politique. Il y a eu des débats houleux à la table ronde, notamment sur la forme de l'État. Est-ce que le Congo devait devenir un État fédéral ou un État unitaire? Les débats que vous entendez, ils ont commencé à la table ronde. Et même, parce que c'était la Belgique qui organisait tout. La Belgique, en fait, elle voulait faire du Congo ce que les Anglais ou les Britanniques avaient fait du Ghana. La Belgique ne voulait pas partir. Non, pas du tout. Vous savez, après l'indépendance du Ghana, le chef de l'État du Ghana indépendant, c'était toujours la reine d'Angleterre. Les Belges voulaient faire la même chose. Ils voulaient que le roi reste notre chef d'État. C'est ce qu'ils voulaient reproduire. C'est la raison pour laquelle, dans la loi fondamentale du 19 mai 1960, on ne parle pas de président de la République. Si vous avez cette loi-là, on ne parle pas de président de la République. On parle tout simplement du chef de l'État. Or, le chef de l'État peut être un président ou bien un roi ou un empereur. Parce que les Belges nous avaient piégés, ils le fonçaient vraiment pour que le Congo indépendant reste avec un chef d'État, le roi belge. C'est ce que les Britanniques avaient réussi avec les Canadiens, avec les Australiens. C'est ce que les Français voulaient également réussir dans le cadre de la communauté française, avec la Guinée, de vous rester membre de la communauté, ainsi de suite. Et nous disons toujours en droit constitutionnel que la loi fondamentale, ce n'était pas notre constitution. C'était une constitution belge. Pourquoi est-ce qu'elle était une constitution belge? Parce que l'initiative de la loi fondamentale venait du gouvernement. Quand l'initiative vient du gouvernement, on appelle un projet de loi. C'était une initiative du gouvernement. On l'a soumis au Parlement. Quel Parlement? C'était le Parlement belge qui l'a adopté. On l'a publié. Qui l'a signé? C'est le roi des Belges. On l'a publié où? Dans le Moniteur belge. Donc c'était vraiment une loi belge. Et vous trouvez l'air que même Lumumba, il était nommé Premier ministre avant l'indépendance. Par le roi des Belges, comme s'il nommait un Premier ministre belge. Lumumba était nommé Premier ministre avant l'indépendance par le roi des Belges. Et l'acte de sa désignation était contresigné par le ministre belge. Donc voilà, la constitution, c'était ça notre première constitution, qui a créé des problèmes, on sait où on en est arrivé. Qui n'était pas vraiment la nôtre, mais qui était une constitution belge. La deuxième constitution, c'est la constitution du 1er août 1964, appelée la constitution de Louloabourg. 1er août 1964.
Et en 1964, c'était donc la constitution définitive parce que la loi fondamentale a été présentée comme une constitution provisoire en attendant que les Congolais élaborent leur propre constitution. Ils l'ont fait en 1964. Et puis c'est la première constitution qui est allée au référendum. Parce que lorsque nous parlons de référendum, ce n'est pas la première fois. Le premier référendum chez nous a eu lieu en 1964. Vous savez ce qui est arrivé? Cette constitution n'a pas fait long feu. Il y a eu le coup d'État de Mobutu. Elle a été oubliée. Troisième constitution, c'est la constitution du 24 juin 1964, qu'on a appelée constitution révolutionnaire. 67. 24 juin 1967. Ici aussi, on est allé au référendum. C'est ça la constitution qui a été révisée plusieurs fois. Certaines révisions n'étaient même pas réellement des révisions lorsqu'on a vu les impairs devenir parti-État. Mais en 1967, on était également allé au référendum. Troisième grande constitution, c'est celle-ci. Celle du 18 février 2006. Ici, comment est-ce qu'on l'a élaborée? D'abord, il y a eu le dialogue intercongolais de Sam City. J'ai eu la chance moi-même d'être présent là-bas, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé, j'étais professeur en Afrique du Sud. Et individuellement, j'étais associé par l'équipe du président Mbeki. Parce qu'il fallait, il n'y a pas de Congolais qui peuvent aider l'équipe de Mbeki tout seul. On a dit non, la plupart des Congolais sont des médecins, nous avons beaucoup de médecins et des ingénieurs. On est venu me trouver tout près du Zimbabwe, à Petersburg, c'est une ville près du Zimbabwe où j'enseignais. Et je suis également entré dans cette équipe de cette constitution. Parce que beaucoup de gens parlent de cette constitution sans savoir d'où elle vient. Moi, je suis de ceux qui l'ont vu naître. D'abord, au dialogue, j'étais là. À l'époque, on croyait qu'on était sud-africain. Et il y a eu l'accord de Pretoria, il y a eu l'accord le dialogue intercongolais de Sam City. Et après Sam City, il fallait mettre tous ensemble. On a eu un acte de transition, la constitution de la transition, avec ce que tout le monde connaît, 1+4. Et à l'époque, le président Mbeki disait, mais écoutez, chez nous, ici en Afrique du Sud, nous avions 1+2. Mandela, Mbeki et puis Frédéric de Klerk. Mais chez vous, là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça, il a réfléchi, les équipes ont réfléchi. Et on a fait sortir la formule 1+4. On a doublé l'Afrique du Sud pour réunir tout le monde. Chez nous, c'était 1+2, 1+4 est né là-bas. Et on s'est inspiré pour la constitution de la transition, mais on s'est inspiré de l'Afrique du Sud avait la commission Réconciliation et Vérité, dirigée par le Monseigneur Desmond Tutu. Ne vous posez pas de questions pourquoi, dans la constitution de la transition, nous avons eu la commission Réconciliation et Vérité. Nous n'avions pas des institutions d'appui à la démocratie. Le CESAC pour les médias. Et quoi encore? Nous avions la CENI, ça n'existait pas chez nous. Je ne sais pas s'il est arrivé, le président du CESAC avait promis d'être là. Il est encore là, il devait venir de Paris. Ouais. Bon, c'est quelqu'un que j'aime bien parce que lorsque nous étions dans... Il y a quelqu'un avec qui de l'Épiphanie, il le connaît. Lorsque nous étions dans la transition sans Kabila, c'est quelqu'un qui était toujours à nos activités. Donc la CENI n'existait pas. On l'a introduit. Maintenant, la transition devait se terminer par l'adoption d'un nouveau texte et de la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé à Sam City? 1+4, c'était d'abord les composantes et entités, plus la société civile. Mais les députés, on s'est partagé des postes au niveau de l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas d'élus. Au Sénat, on s'est partagé des postes entre les composantes, les entités, la société civile, ainsi de suite. Et c'était prévu que le Sénat devait adopter un avant-projet après des études. Et c'est alors qu'on a vu venir des experts étrangers. Et il y avait aussi des Congolais.
les experts étrangers, des Sénégalais, des Belges et même des Français. Ils ont produit le travail, ils ont remis au Sénat. Le Sénat l'a adopté, il l'a envoyé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale l'a adopté. Finalement, le président l'a soumis au référendum du 18 au 19 décembre 2005. Et avant de le soumettre au référendum, le président Kabila avait promulgué une loi sur le référendum. Donc la loi dont nous parlons actuellement, il n'est pas la première de référendum. J'ai une copie ici. Bon, il avait pris également la haute autorité au niveau de l'Assemblée. Et comme ancien premier président de l'Assemblée nationale, je suis le président de la commission politique, administrative et juridique. Voilà le texte dont on parle. Et qui sera analysé demain au Sénat. Et qui va devenir, je l'ai ici. Mais il n'est pas encore public. Mais je l'ai comme président de la commission politique, administrative et juridique. Donc voilà, après le référendum, le président Kabila a promulgué cette constitution. Mais il y a eu des critiques avant le référendum et même après, avant que le président Kabila ne promulgue. Première critique, je crois que vous avez entendu le leader Maxime, Étienne Tshisekedi Omolumba. Vous l'avez entendu lui-même. Il n'est pas question de référendum. Et malgré cela, on est allé au référendum. Le référendum a donné ses résultats. Et avant la promulgation, il y a eu d'autres critiques aussi. Il y a eu d'autres critiques avant même que le texte. Et le pauvre vous dit, ça c'était un collègue à moi, on a étudié ensemble à l'université de Kinshasa. Il va peut-être se rappeler de certaines critiques. Donc, Étienne Tshisekedi, c'est avant le référendum. Il est contre. Lui devait ce pouvoir, va faire adopter un nouveau texte. Mais le texte maintenant a été adopté. Avant qu'il soit promulgué par le président Kabila, il y avait eu d'autres critiques. L'une des critiques, elle vient des universitaires, comme le professeur qui nous a enseigné, Mboyo Mpenge. Le professeur Mboyo Mpenge et Alongila, professeur à l'université de Kinshasa. Il avait fait une lettre ouverte au président Kabila lui demandant de ne pas promulguer la constitution. Il nous a laissé, il est entré dans l'au-delà. Mais je vous rappelle un peu ce qu'il écrivait, Mboyo Mpenge. Lui, il est à l'origine de ce qu'on a appelé là-bas la théorie de... Il n'aime pas l'intervention de l'extérieur, tout ça. Donc on disait qu'il avait une nouvelle théorie de l'intégrisme. Tout doit se faire au Congo. On ne doit pas copier. Écoutez ce qu'il écrivait s'adressant à Joseph Kabila. Vous avez le devoir patriotique, impératif, de ne pas homologuer, de ne pas promulguer un projet de constitution qui viole et vend le territoire congolais. La souveraineté du pays, son indépendance, sa nationalité, une constitution irrégulière, très mal rédigée, de la France, de Liège et de Louvain-la-Neuve. Une constitution escroquée et imposée aux Congolais, très mal informés et renseignés par les étrangers. Après corruption des évêques, des responsables des églises et quelques Congolais bien placés au pouvoir. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi, sur le professeur Mboyo Mpenge et Alongila, qui demandait à Kabila, même si on a voté, ne pas promulguer, c'est une constitution des étrangers, de Louvain-la-Neuve de France. Et il parle, il n'a pas d'identité. Et il nous coince entre ce qu'il appelle la tératologie et la révisitation de la norme fondamentale. Il n'a pas d'identité. C'est un peu comme une constitution chauve-souris.
même dans la forme de l'État. État unitaire ou État fédéral, une constitution chauve-souris. On ne sait pas si la chauve-souris fait partie des oiseaux ou bien des mammifères. Parce que je me rappelle ce que nous apprenions quand nous étions à l'école primaire. Il y avait dans les textes un récit sur le Chibemba, chauve-souris. Une fois, la chauve-souris est morte. Vous savez que la chauve-souris ne pond pas des œufs, mais elle vole comme des oiseaux. Et elle ne met pas comme les mammifères, comme les cochons, comme tout ça. Et un jour, la chauve-souris est morte sur la place publique. On appelle les animaux, mais venez quand même enterrer la chauve-souris. Les oiseaux viennent. Ils disent, mais c'est votre frère ou votre soeur, ils volent. Et non, oui, nous admettons qu'ils volent, mais ils ne pondent pas des œufs. Les animaux sont rentrés, les oiseaux sont rentrés. On va chercher maintenant les lions, les antilopes et tout ça. Venez quand même là. Chibemba ne peut pas mourir sur la place publique. Les lions, les antilopes, les chèvres, les moutons viennent. Voilà la chose, c'est dire oui. Elle n'est pas comme nous. Mais voler, ça, ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre. Finalement, la chauve-souris avait pourri sur la place publique, faute d'identité. Et il y a malheureusement certaines personnes parmi nous qui ressemblent aux chauves-souris. Je vais citer un autre professeur qui pouvait être également avec nous, mais qui a été empêché. C'est le professeur Placide Mabaka qui enseigne en ligne et qui actuellement, il est avec vous à Kikwit, non, professeur Obolis Mabaka. Il est maintenant professeur à Kikwit, tout en ayant des enseignements à l'Université de Lille. Pour le pauvre Placide Mabaka, la constitution actuelle, c'est une constitution ambiguë, conflictogène, inachevée, source d'une permanente instabilité institutionnelle, politique et sociale. C'est un prof, ce n'est pas le président de la République. Et vous savez, aujourd'hui, par exemple, chez nous, les gens se plaignent. Le président ne peut pas révoquer un gouverneur de province. Parce que les gens disent, mais pourquoi celui-là, il me gère mal, il est incompétent. Pourquoi est-ce que le président le garde? Non. Le président n'a pas de pouvoir de révoquer un gouverneur. Je ne veux pas citer. Vous voyez le président défiler. Je ne cite pas le gouverneur, je ne cite pas le ministre. Le président n'a pas le pouvoir. Si vous le savez, je crois que certains le savent. Le premier ministre ou la première ministre, une fois nommé, mais le président n'a pas le pouvoir de le révoquer. Il doit passer par le Parlement, motion de défiance ou motion de censure, ou demander à la personne de démissionner. Sans cela, le président, même si vous pouvez critiquer, mais les gens critiquent, mais le président là-bas, il ne fait rien. Hein? Il voit, il ne sanctionne pas. Il n'a pas le pouvoir de révoquer. Non. Même un ministre incompétent, le président, d'après ce texte, n'a pas le pouvoir de le révoquer. Il faut que la proposition vienne du Premier ministre ou de la Première ministre. Mais le commun des mortels nous va me dire, mais le président, qu'est-ce qu'il fait là? C'est monsieur, il devait nous enlever, mais il n'a pas le pouvoir d'enlever cette constitution. Et par contre, toute la responsabilité tombe sur lui. Il ne fait rien. Et il ne crée pas les emplois. Il ne fait pas. Tout tombe sur lui, mais lui n'a pas le pouvoir. Et les gens, malheureusement, ne le savent pas. C'est cette constitution. Donc la constitution a été critiquée par beaucoup. Et y compris par mon frère Évariste Bouchard. Le professeur Évariste Bouchard, lui aussi, a critiqué vivement cette constitution. Et il est l'un de nos grands constitutionnalistes, et bien formé, et très apprécié par le professeur Delpéré, qui est l'une des grandes sommités en droit constitutionnel en Belgique.
lui aussi, il avait critiqué cette constitution. Ce sont les universitaires. Et même quand on est sur les étrangers, il y en a qui disent, mais il y avait des Congolais là-bas. Les Congolais jouaient quel rôle? Et même certains qu'on présentait comme Congolais, mais ayant des noms Congolais. Mais non, jamais, ce ne sont pas des Congolais. Hein? C'était des étrangers ou des Rwandais ou je ne sais quoi, ou des Belges. Et pendant le colloque que nous avions eu au Palais du Peuple, mais l'un des professeurs devait dire, parce qu'il avait dit publiquement le pauvre Pagnac, mais les gens disent que cette constitution, ce sont les Congolais qui l'ont rédigée. Très bien, si nous acceptons, admettons que ce sont les Congolais. Mais est-ce que celui qui l'avait promulgué était Congolais? Non. Est-ce que c'est lui qui l'avait, supposons qu'il n'avait que des Congolais, mais c'est lui qui l'a promulgué, là, qui l'a signé, il était Congolais. Donc il n'y a pas que les intellectuels. Maintenant, parmi les organisations, j'aime souvent le dire, la première organisation qui demande qu'on touche à la Constitution, c'est la CENCO. Dans l'histoire du droit constitutionnel, la première organisation qui demande qu'on révise la Constitution, c'est la CENCO. Parce qu'on est scientifique. Dans une lettre pastorale intitulée, pour eux, c'était parmi les premières tâches prioritaires du Parlement de faire amender la Constitution. Et comme ils aiment toujours le terme bon, le bon vivre ensemble n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour le bon avenir du pays. Et donc, ce texte a évolué avec nous, avec des problèmes qu'ils ont. Au niveau du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, nous avons demandé, parce que pour nous, il ne s'agit pas de dire changeons. Nous voulons changer quoi? C'est ainsi que le communiqué a été lancé. Et sur le net, nous avons déjà 150 au moins propositions qui demandent qu'on touche à la Constitution. Et pour ceux qui suivent les médias, vous voyez certaines personnalités politiques, les partis politiques, les organisations, les associations en train de venir au secrétaire permanent déposer leurs propositions. Et je ne veux que vous surprendre. Parmi les premiers, il y a par exemple des évêques, des églises de l'évêque, monsieur Alain Balamba. Il est venu avec son groupe. Il a une grande église à Lubumbashi, il peut vous remplir de stade. Qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Ça, c'est l'alinéa premier. Deuxième alinéa. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Arrêtez là-bas, s'il vous plaît. C'est représentants. Ça va, merci. Et quand on dit, même en français facile, parce que nous avons encore le français comme langue étrangère officielle, mais quand on dit tout pouvoir émane du peuple, est-ce qu'on a laissé un pouvoir qui n'appartient pas au peuple? Non. Mais tout signifie quoi? Tout. Dans son entièreté, le pouvoir appartient au peuple. Le peuple élit ses dirigeants, il ne peut les changer. Le peuple, parce que tout pouvoir lui appartient, il adopte les lois, il peut réviser ses lois, il peut même changer ses lois. Et ça se termine là. Ici, nous ne parlons pas de la révision de l'article 220. Tout pouvoir émane du peuple. Alors, un noyau dur qui empêche la destruction de la démocratie à travers les instruments démocratiques. Et donc, dans la réflexion à faire, il est important de dire, ok, nous allons réformer, oui. Il y a un besoin de réforme, oui. Comment ne pas... comment faire pour ne pas détruire ce que nous voulons construire?
élément très important. Comment faire pour ne pas détruire ce que nous voulons construire? Donc c'est à ce moment-là, disons, c'est autour de cet élément, il faut évaluer l'intangibilité. Hein? Rappelez-vous toujours, maison commune, avec des fondations pour qu'elles ne s'écroulent pas, mais nécessité d'avoir des ouvertures de ventilation. Hein? La ventilation qui nous permet, bien sûr, de respirer, d'évoluer, de ne pas être bloqué par... de ne pas être séquestré. Hein? C'est vraiment une image importante, hein, de ne pas être séquestré. Comment faire pour ne pas être séquestré? Ce sont des éléments importants que ceux qui seront chargés de discuter des questions de réforme doivent mettre sur la table. Alors, mais les garde-fous que nous mettons pour assurer notre vivre ensemble, notre coexistence, mais il ne faut pas que ce soit des barrières infranchissables. Hein? Je ne tourne pas autour du pot. Hein? C'est fondamental. Nous avons des garde-fous, fondations, mais pas infranchissables. Bien. Donc, il faut faire en sorte que la Constitution ou les dispositions constitutionnelles qui peuvent servir de garde-fou empêchent une évolution qui intègre l'évolution sociopolitique. L'Union sacrée, viva! Viva! Les gens s'entendent, on peut se réveiller. L'Union sacrée, viva! Viva! L'Union sacrée, viva! Viva! L'Union sacrée, viva! 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 Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. Alors, ce qui est important à l'occasion des réformes, pour les équipes des réformes, qu'est-ce que je retire mes bases? Parce qu'il y a une question d'élève qui est, comme l'a dit le modérateur, la question constitutionnelle qui s'impose. Donc vous le savez bien, là où il y a des déficits communicationnels, l'incompréhension s'installe. Je m'étais dit, il faudrait que je me déplace de Kinshasa pour venir écouter les éminents professeurs. Aujourd'hui, laissez-moi vous le dire, je suis tellement flatté par l'intervention du professeur Mata. Moi, je croyais que l'initiative du changement de la Constitution était l'émanation de notre haute autorité qui est Félix Antoine Tshisekedi. Lors de son intervention, j'ai vite compris qu'il y a les éminents professeurs qui ont décrié des imperfections liées à ce texte qui est la Constitution, ensemble de règles de loi qui régissent notre pays. Il a cité le professeur Mboyo, il a cité le professeur Mabaka, il a cité même ceux qui nous créent des problèmes. Laissons-nous le dire clairement, parce que je suis de l'Union sacrée, parce qu'ils l'ont décrit. Et je me suis dit par rapport à son intervention, je voulais aussi compléter, la souveraineté. Vous disiez quoi? S'il vous plaît, vous pouvez continuer, honorable.
au changement. C'est lui le constituant primaire. Mais il y a des constituants dérivés. La question ici concerne les verrous, tels que l'article 220. Maintenant, la question est celle-ci. Doit-on assujettir les générations futures aux décisions qui sont prises aujourd'hui? Dans ce sens que le peuple étant souverain primaire, il peut à tout moment décider de ce qu'il veut, mais en remettant tout à plat, c'est-à-dire en fondant, en créant une autre constitution, puisqu'il est souverain. Au-dessus de lui, il n'y a plus personne d'autre. Les autres sous souveraineté, comme l'État, comme les institutions, sont des souverainetés dérivées. Alors, y a-t-il encore débat de pouvoir discuter, de savoir comment consulter le peuple alors que la loi référendaire est déjà en marche? Tout ce que nous demandons, c'est que vous qui êtes spécialiste, que vous puissiez montrer le chemin, la voie et le mécanisme clairement par lesquels on peut obtenir le changement de constitution. Voilà. Ok, merci beaucoup, autorité. On va redonner la parole derrière. S'il vous plaît, le micro. Pour les intervenants quand même. Un acte initial et simultanément. Le référendum dont nous parlons aujourd'hui, on ne vous a pas dit qu'il y aurait lieu aujourd'hui. Il y a un délai, il y a une constituante. Et puis après même, le référendum, c'est aussi comme une élection. Mais la CENI doit se mettre au travail pour savoir qui sont là, quel est notre nom. Le recensement doit se faire, ce n'est pas aujourd'hui. Parce qu'on nous pose souvent la question comme si le référendum avait lieu aujourd'hui. Et puis si nous sommes des hommes de foi, vous pensez vraiment que le Kivu doit cesser de nous appartenir jusqu'en 2028? Non. Et qu'on attend le référendum en 2030? Non. Ne soyez pas si pessimistes, ce peuple congolais sauve. Et l'agression du Rwanda, nous allons y mettre un terme. Et même quand nous parlons, j'ai reçu dernièrement les députés provinciaux et le gouverneur du Sud Kivu, au secrétaire permanent. On voulait faire partie le gouverneur, pourquoi? Parce qu'il ne se concentre qu'à Ouvira. Mais il reproche quoi? Dans le Sud Kivu, 70% du territoire appartient au gouvernement congolais. Moins d'affiches, ils sont sous notre contrôle. Ne considérez pas seulement la presse ici étrangère qui vous dit non. Et nos troupes sont même à quelques kilomètres de Bukavu. Donc ne prenez pas comme si le Rwanda il le contrôle. Non, il le contrôle environ 30%. Et au nord, c'est Masisi qui le contrôle, les Bogonagan. Mais l'immense partie nous appartient. Et nous allons forcer, nous allons y mettre un terme, donc on laisse avec ces questionnements-là. Mais c'est important que vous puissiez le dire. Peut-être pas pour vous-même, mais pour éclairer l'opinion. Oui. Autre question, moins technique. La dame a posé des questions plus techniques, en fait, qui va arriver, des conséquences et des actes qui étaient posés par Joseph Kabila. Bon, il faudra avec le temps les abroger. Notamment la Constitution. Oui. Ah, bravo. Et la Constitution, mais vous avez des vidéos où vous dites que c'est moi, c'est ma Constitution. Exactement. Vous n'avez pas suivi ces vidéos-là? Oui. Personne ne sait pas tout contre moi, j'ai sillonné tout ce pays-là. Je peux même dire que c'est ma Constitution. Vous n'avez pas entendu ça? Et puis là, ce qu'il faut aussi dire, c'est quoi? Il y a une révision aux constitutions. Moi, personnellement, je n'entre pas dans ce débat-là. C'est un débat francophone et français. En Afrique du Sud, où j'enseigne, il n'y a jamais de débat sur révision. Quand vous allez chez nous, dites-nous, hein, c'est révision ou changement, révision ou changement, c'est quoi? Ce débat-là n'existe pas. Les Américains parlent d'amendment. C'est tout. Vous pouvez le traduire par réforme comme vous voulez, c'est amendment. Ce débat ici, il est vraiment typique et réduisant. Et puis, ce qu'on doit dire, pourquoi il n'y a jamais eu de changement total de la Constitution. Je crois que quand vous dites ça, parler de changements communs, de maisons communes, il y a des fondations. Mais
Il n'y a jamais. Est-ce que nous allons enlever dans la Constitution tout le monde a droit à la vie? Non. Parce que ceux qui parlent de changement, c'est comme si on enlevait tout dans une Constitution. Jamais. La France est sous la 5e République. Vous allez trouver des dispositions de la 4e République et même de la 3e République. Le droit à l'égalité. Vous croyez que nous allons changer ça? Non, c'est pourquoi je ne veux même pas utiliser le terme changement. Je préfère parler de réformes constitutionnelles. Dans notre constitution ici, vous avez une cinquantaine d'articles sur les droits de l'homme. Non. Vous n'allez pas les enlever. Le droit à la propriété privée, le droit à une justice équitable, le droit à la culture, le droit à l'éducation, le droit au logement, nous n'allons pas changer. Donc, les collègues se débattent plutôt au doctrinaire. Je pose parfois la question aux étudiants, c'est l'article 220. La forme républicaine de l'État, le nombre et la durée, le pluralisme politique et syndical ne peuvent pas faire l'objet d'une révision. Si on touche ces changements. Je dis, supposons qu'on laisse la Constitution telle qu'elle est. Et l'article 220, on le laisse. On enlève seulement le pluralisme syndical. Est-ce qu'il y a eu changement? Hein? On laisse tout intact, on enlève seulement. Là, on parle de le pluralisme politique et syndical, il ne peut pas non plus. Les seuls politiques, mais on enlève le pluralisme syndical. Est-ce qu'on aura changé ou révisé la Constitution? C'est là qu'on les a. Ça va aller dans tout le sens. Le jour où on me mettra dans une commission, j'espère qu'il me mettra dans cette commission-là. À ce moment-là, j'examinerai, je dirai, bon, je souhaite ou je suggère qu'on discute sur ça, qu'on supprime ça, qu'on mette ça, qu'on mette ça. Mais pour l'instant, je dis, toute constitution est réformable. Ce n'est pas un dogme. Et une maison sans fenêtre, là, vous allez crever d'étouffement. Et les fenêtres, c'est justement des réformes. Merci, monsieur le professeur. Alors, s'il vous plaît, les gens du derrière, vous êtes trop virulents, soyez tolérants. Je vous donne la parole en 1 minute, puisqu'il est déjà 18h05. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour cette journée? Je tiens à remercier le coordonnateur de la jeunesse, qui est l'initiateur du projet. Merci beaucoup pour la qualité. Merci à toute l'équipe de l'Union Sacrée Benelux. On vous remercie, Père permanent, qui nous honore tout le temps. Merci beaucoup. Et sur ce, je clôture la séance de ce jour. Je vais laisser la parole au coordonnateur pour la suite. Merci. Merci. Je vais vous inviter à vous lever pour les hymnes. On va faire l'inverse, l'hymne de l'Union Sacrée, pour finir avec l'hymne national de la RDC. L'Union Sacrée de la nation congolaise, artisans de l'avenir congolais, pour un Congo fort, libre et prospère, unis loin de toute misère, détenteurs de patrimoine précieux, les Congos qui nous ont légué nos aïeux, où ils tiennent d'une histoire commune, sans la haine, sans division aucune. Tous unis comme un seul homme, l'Isanga, Sangana, Bomoko, Gintwali, Betovaka, Kimamosi, tous unis et notre avenir rayonne. L'union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Au nom de toi, bannissons l'arbitraire, prospérité sur la misère et sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts, invincibles, tous réunis, purs et impossibles. Tous unis comme un seul homme, Wandu Putu Pasanile Pamoja, Sangilu, Sangila
Hakim Namjimwa, tous unis et notre avenir rayonne. Par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, restons nos fronts, longtemps courbés, et pour les vents, prenons le plus élan, dans la paix aucun abandon, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le jour sacré de l'immortel serment de liberté que nous lèverons.